Bonjour, bienvenue à votre magazine socio-communautaire dans la vallée. Comme d'habitude, nos sujets sont variés. Madame Flavie Emmanuelle Brunet nous parle de Premières ressources, une référence pour les parents. Madame Carmen Bissonnette nous parle de son association qui vient en aide à ceux et celles souffrant de fibromyalgie. Enfin, Madame Alexandra Denis nous fait connaître la Maison des jeunes Le Repère de Saint-Jean-Baptiste. Accompagnez-moi dans la vallée. Dans la vallée, TVA9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVA9, c'est nous. Dans la vallée. Si vous avez des enfants, vous savez qu'on peut se sentir complètement démuni dans certaines situations. J'ai avec moi Madame Flavie Emmanuelle Brunet, qui est intervenante psychosociale à l'organisme Premières ressources, et elle va nous donner des conseils face à notre rôle de parent. Bonjour, Flavie. Bonjour, Madame la Flavie, c'est bien Oui, ça, bien Flavie. sûr. Alors, Flavie, qu'est-ce que c'est Premières ressources? Première ressource aide aux parents, c'est un organisme qui vient en aide à tous les parents du Québec qui ont des enfants âgés entre 0 et 18 ans. Là, je dis tous les parents du Québec, ça peut être aussi les grands-parents, les éducateurs en garderie. En fait, c'est toutes les personnes qui vont s'occuper d'enfants âgés entre 0 et 18 ans partout au Québec. On est un service, notre service majeur, c'est les consultations psychosociales qui sont gratuites par téléphone. Donc, ce que ça veut dire là, concrètement, c'est que les personnes, notamment les parents, là, on va parler ici des parents, qui vivent des situations en lien avec leur rôle de parent et puis qui se questionnent par rapport au développement de leur enfant, par rapport à certains comportements qu'ils vont vivre, qu'ils ont des questions par rapport à une situation et se demandent comment intervenir, ils peuvent nous contacter à notre ressource de manière gratuite et confidentielle et parler directement avec une intervenante. Si on ne parle pas directement avec l'intervenante, on laisse un message puis on rappelle habituellement dans la même journée, là, tout au plus 48 heures. Donc, il n'y a pas de liste d'attente pour obtenir le service d'une intervenante. Alors, on dit partout au Québec, donc dans la vallée du Richelieu, Oui. on peut communiquer avec vous. Absolument. Il y a un seul numéro de téléphone? Oui, bien en fait, moi, celui que je connais par cœur, c'est le 514-525-2573. On va le mettre à l'écran. Oui, puis on a un numéro, un 800, là, que je ne pourrais pas vous dire par cœur, c'est pas lui que je donne habituellement, mais il est aussi bon, là. Et on peut vous appeler à toute heure du jour et Oui. du soir? Je vais vous parler de nos heures d'ouverture. En fait, on est ouvert du lundi au vendredi. Les lundis et mardis, c'est de 8h à 21h le soir. Donc, on a prolongé là, pour pouvoir aider les parents de soir, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs parents qui travaillent le jour. Et puis, les mercredis, jeudis, vendredis, c'est de 8 à 17h. Comment c'est né cet organisme-là? Oui, ça fait plus de 40 ans qu'on existe, plus précisément, en 1983. Ça vient, en fait, c'est une travailleuse sociale qui trouvait justement qu'il manquait de services pour les parents et puis qui a fondé, à l'époque, ça s'appelait Éducation coup de fil et qui de fil en aiguille est devenu Première ressource aide aux parents. Donc, ça fait vraiment un bon moment qu'on existe et puis il y a plusieurs parents là, qui nous connaissent. Moi, ça fait, je dirais, 6 ans, 7 ans que je suis là, mais il y a des parents qui nous appellent parfois, leurs jeunes sont rendus adolescents, puis quand je leur demande comment vous avez entendu parler de nos services, ils nous disent « Ah, ben moi, je vous appelle depuis qu'il est bébé. » Fait qu'on suit des familles, tu sais, au courant de leur parentalité, puis je trouve ça formidable. Ouais. Dans la vallée du Richelieu, vous avez combien de parents là, d'année en année qui communiquent avec vous? Et j'ai pas les statistiques, Mais malheureusement. au Québec? Et j'ai pas pensé à les apporter, mais ça se trouve, on a un rapport d'activité, on a vraiment tous les détails, là. Je les ai pas avec moi, Donc, c'est quand même un service qui est populaire. Oui, quand même, là. Oui, on a plusieurs consultations par jour. Si je fais une moyenne, là, tu sais, selon mon vécu à moi, environ 6-7 consultations par jour. On est quelques intervenantes à travailler en même temps. Donc, mais bon, ça, c'est vraiment mon point de vue, là. Alors, évidemment, la question que les gens se posent certainement, c'est est-ce qu'il y a des frais à tout ça?
Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Notre service principal de consultation psychosociale, c'est gratuit. Puis c'est ça la beauté de nos services, c'est que les gens peuvent nous contacter, parler directement avec un professionnel. On offre de l'aide ponctuelle, je vous dirais. Les gens nous appellent. Ils ont une question, il se passe quelque chose dans leur famille, ils veulent parler avec quelqu'un, un regard plus objectif, hein, parce que parfois, quand on parle avec nos proches, on nous dit un peu quoi faire selon. Donc, ça fait toute une différence de parler avec un professionnel qui est neutre. Il nous contacte, il parle avec quelqu'un. On réfléchit avec cette personne-là, on écoute la personne, on la soutient, on lui permet de ventiler, on essaie de trouver des pistes de solutions, on réfère aux besoins quand ça sort de notre cadre d'intervention. Et puis voilà, la consultation, elle est faite pour cette journée-là et la personne peut nous rappeler tant et aussi souvent qu'elle en a besoin et c'est toujours gratuit. Vous disiez tantôt que ce n'est pas seulement les parents qui peuvent avoir accès, mais ça peut être aussi des professeurs. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui communiquent avec vous? Il n'y a pas tant d'enseignants qui communiquent avec nous. Il y a beaucoup d'éducateurs en garderie qui vont communiquer avec nous. J'ai plusieurs enfants dans mon groupe de garderie. Il y en a un qu'on a beaucoup de la difficulté à gérer. Il y a tel comportement. Fait que oui, on peut parler avec ces éducateurs-là. Parfois, il y a même des intervenants dans les CLSC ou des gens qui veulent avoir un deuxième avis. Ils peuvent nous appeler, parler avec une intervenante pour justement un petit peu savoir comment guider ou pour savoir s'il peut référer le parent vers chez nous. Donc oui, il y a des grands-parents qui vont garder leurs petits-enfants, qui parfois, il y a des crises entre les enfants, puis là, ils se demandent quoi faire, fait qu'ils peuvent nous appeler aussi. C'est très, très large, le spectre de nos demandes. Hein? Tu sais, comme 0-18 ans, il y a beaucoup de sommeil, de crise, l'adolescence, l'entrée au secondaire, ça peut être la démotivation scolaire, l'annonce d'une séparation. Donc, c'est très, très, très large. Tout ce qui touche la parentalité, les enjeux reliés à la parentalité, bien, on est là pour répondre là, du mieux qu'on peut de manière ponctuelle. La beauté de nos services aussi, c'est que, en plus d'être rapide, c'est que les gens, quand ils ont un bon contact avec l'intervenante, ils peuvent rappeler pour parler avec la même intervenante. Ah, ça, c'est donc, excellent. Ça, c'est intéressant. Ouais. Quand vous parlez de rapidité, là, on s'entend qu'on téléphone et on a tout de suite un intervenant qui peut répondre à nos questions? Oui, généralement, oui. Nous, on offre le service de clavardage, courriel et téléphone. C'est sûr que de faire une consultation psychosociale, c'est plus facile en se parlant. Donc, on privilégie le téléphone, mais souvent, le clavardage, c'est comme une porte d'entrée ou le courriel, c'est une porte d'entrée. On invite la personne à nous appeler, puis là, OK, là, on a peut-être un petit peu plus de temps là, pour travailler l'enjeu ensemble. Donc, oui, si les personnes doivent laisser un message sur la boîte vocale, on rappelle vraiment, vraiment rapidement. Si je n'ai pas de disponibilité aujourd'hui, je vais rappeler, puis je vais prendre un rendez-vous téléphonique avec la personne. Donc, il n'y a pas d'attente, là. Les gens sont extrêmement surpris de ça, là, parce que, justement, il y a beaucoup de familles dans le besoin. Ils vont dans les CLSC, ils sont placés sur des listes d'attente de 6 mois, 1 an. Donc là, en attendant, bien, ils peuvent nous contacter. Là, exactement. Je voyais sur votre site que vous avez aussi des capsules d'information. Oui. Sur notre site, on a un beau gros site quand même complet. Il y a des capsules d'information, il y a des dossiers thématiques. On a un paquet d'articles aussi là, sur le développement des enfants. On peut aller fouiller là-dedans. C'est des petits articles qui sont concis, qui sont assez faciles à comprendre. Hein. Ça va direct au but, mais ça permet aussi d'avoir des pistes puis des grandes lignes par rapport à une situation que l'on peut vivre. Donc oui, on a ça sur le site. On a un service d'atelier aussi sur différents enjeux en lien avec la parentalité. Je pense par exemple les émotions, la discipline. Là, en ce moment, notre service d'atelier, on est en train de faire une révision de tous nos ateliers. Donc, notre offre de service va rentrer... Notre prochaine offre de service va être disponible sur le site à partir du printemps, je dirais. Donc, puis, c'est vraiment une ressource là, que d'aller sur votre site. Absolument. Madame Flavie Emmanuelle Brunet, superviseure clinique à Première Ressource Famille. Aide aux parents. Aide aux parents. Oui. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci. On va certainement vous appeler. Parfait, mais c'est super. Merci de m'avoir invitée. Au revoir. Au revoir. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi.
je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La fibromyalgie est une maladie méconnue et les ressources pour venir en aide à ceux qui en sont atteints sont encore rares. J'ai avec moi Madame Carmen Bissonnette, qui est présidente de l'Association de la fibromyalgie région Montérégie. Elle va nous donner plus de détails sur son organisme. Bonjour Carmen. Bonjour Linda. Carmen, quand je dis que c'est une maladie méconnue, la fibromyalgie, je ne me trompe pas, là. On en parle peu. On en parle peu, on en parle plus qu'il y a 20 ans, mais ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Malheureusement, il y a encore des gens qui pensent que ça se passe dans la tête, Oui. mais il y a des symptômes très évidents. Quels sont ces symptômes, justement? Il y a des points connus qui sont en anglais appelés les trigger points. Il y a aussi des douleurs musculaires de partout à travers le corps, douleurs articulaires, des maux de tête, céphalées, troubles de sommeil, aussi des troubles digestifs. Alors, il y a plusieurs, puis même aussi ce qu'on appelle le fibrobrouillard. Donc, les gens ont de la difficulté à trouver leur idée. À se concentrer. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'il y a beaucoup de manque de sommeil aussi dans la fibro, c'est ça. Il faut être diagnostiqué. On peut être diagnostiqué par un médecin? Oui, oui. Idéalement, pour avoir une médication, il faut être diagnostiqué. Par contre, comme pour faire partie de l'association chez nous, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic comme tel, parce qu'on accepte les gens qui souffrent de douleurs, les gens douleurs chroniques, des gens qui pensent qu'ils peuvent avoir la fibromyalgie, puis le diagnostic est encore en train de se faire, parce qu'il y a beaucoup de tests à passer. Vous me parliez de médication. Est-ce qu'il y a un médicament qui guérit la fibromyalgie? Malheureusement, la fibromyalgie ne se guérit pas comme telle. Ça se traite, on atténue les symptômes et puis c'est sûr que ça prend un régime de vie particulier. Hein? Alors, justement, ce sont des informations qu'on peut aller chercher à votre association. Oui, oui. Chez nous, quand les gens appellent pour s'inscrire ou pour avoir de l'information, on va leur donner tous les symptômes qui sont possibles. On va leur permettre aussi même de venir faire un tour chez nous. Nous avons un intervenant qui est là en psychothérapie, donc qui peut, c'est pas un psychologue, mais on fait des thérapies, on les aide à accepter le diagnostic, parce que c'est un diagnostic qui change le restant de la vie. Comment apprendre à mieux dormir, comment apprendre à relaxer. À vivre avec la douleur, à vivre avec l'inconfort. Bien sûr. Puis souvent, les gens vont avoir une vie très active, puis là, tout d'un coup, il faut réduire. Il faut réduire beaucoup de ces activités, les prendre quand on a la force de les faire, hein, et puis prendre du temps pour se reposer. Ça nous affecte, mais ça affecte aussi les gens qui nous entourent. Est-ce que vous donnez de l'aide aussi aux proches aidants? Oui, l'aide est aussi donnée aux proches aidants. Il y a des discussions qui peuvent être faites, des groupes d'entraide pour les proches aidants, pour les personnes qui sont atteintes aussi, oui. Alors, votre organisme, l'Association de fibromyalgie région Montérégie, j'imagine qu'il y en a partout au Québec, mais vous, c'est davantage la Montérégie. Exact, oui. Vous êtes actif aussi dans la vallée du Richelieu. Oui, on est actif dans la vallée du Richelieu, on est actif, Saint-Hyacinthe, à Saint-Jean même. Il y a plusieurs endroits où on peut avoir des rencontres, bien plusieurs, dans le sens qu'à Saint-Jean, il y a des rencontres. Oui. Puis, il y a des gens qui viennent chez nous, mais on a aussi la possibilité de faire des groupes d'entraide et aussi de faire des groupes d'exercices qui sont en visioconférence. Vous savez, c'est la mode. Oui, depuis la COVID-19, c'est ça. Donc, on a développé des groupes d'activités, des activités qui sont offertes aux gens par vidéoconférence, alors à des heures précises, et puis les gens peuvent échanger aussi par la suite. Alors, l'association donne de l'information sur la maladie.
de l'aide pour vivre avec cette maladie, mais vous avez aussi des activités. Parlez-moi de toutes les activités que vous offrez. Bon, entre autres, comme on peut avoir des activités de danse, mais qui sont adaptées, danse yoga ou danse pilates. C'est toujours en fonction du professeur qui donne le cours. On a des activités d'aquaforme qui, eux, sont très en demande à chaque session. C'est une activité qui revient. On a déjà donné du yoga adapté. On a des activités de peinture ou des activités de créativité. Pour travailler les mains? Travailler les mains, mais aussi être en groupe et échanger. Parce que ce qui fait du bien, c'est pouvoir partager. « Ah, toi aussi, tu as ça. Ah, tiens. » D'accord. Alors, ça, c'est des choses intéressantes. Alors, il y a différents types d'activités. Sur notre site, on trouve les activités qui sont offertes pour le printemps, cet hiver. Bientôt, les activités pour le printemps vont être offertes. L'été, on a un club de marche. À tous les lundis, on se rencontre et puis on va marcher au parc Michel Chartrand parce que ça nous permet de se rencontrer, de jaser. Puis la marche est une excellente activité qui nous permet de se tenir en forme. C'est pour tout le monde, mais c'est aussi pour les gens qui ont la fibrose. Est-ce qu'il faut être membre de votre association pour participer? Oui, il faut être membre, d'accord. Pour l'instant, depuis 2 ans, le coût pour devenir membre est à 0. On pense peut-être l'augmenter, aller pour septembre prochain ou éventuellement augmenter ça d'un petit montant, mais ça permet finalement à l'association d'avoir un peu plus d'argent pour se financer. Tout à fait. Donc, c'est facile de devenir membre. On va sur le site, on communique avec vous. Oui, on clique sur le site, on peut devenir membre. On peut même devenir bénévole parce que vous savez, une association comme la nôtre et comme toute autre association à but non lucratif, on a besoin de bénévoles, on a besoin de gens au conseil d'administration, on a besoin de gens qui vont aider à différents trucs régulièrement. Alors, les bénévoles sont toujours les bienvenus chez nous. Oui. Vous me parliez tantôt des marches durant l'été qui se font au parc Michel Chartrand. Donc, j'imagine que vous avez davantage d'activités à Longueuil? On a des activités qui se donnent à Longueuil, là où on est comme tel au niveau de l'association, mais beaucoup d'activités se font. L'aquaforme, c'est à Boucherville, mais il y a d'autres activités qui se font vraiment en ligne. Puis ça, c'est autant les activités d'entraide, de soutien, puis comme je disais tout à l'heure, la danse ou le yoga ou autre chose, d'autres types, là, ça peut se faire vraiment en ligne parce que c'est facile, c'est accessible pour tous les gens de la région. Puis, comme on est au Québec, on sait qu'il y a des tempêtes de neige, il y a du verglas, il y a des températures qui font qu'on a du mal à se préparer pour aller à une activité. Mais si on a juste à enfiler un chandail, puis à être présent devant notre écran, puis on suit les exercices, bien, c'est plus facile. C'est vraiment agréable à ce moment-là. Mm-hmm. Écoutez, toute association a besoin d'argent. Hein? Mm-hmm. Alors, je pense que vous avez une campagne de financement présentement. Oui, on a une campagne de financement qui se tient actuellement. Mais par contre, je vous dirais que la campagne de financement, elle peut être... Elle est à l'année. À l'année. 365 jours par année. Si on a un généreux donateur, il n'y a pas de souci, on va accepter les dons, bien sûr. Pour tout don de 20 $, on émet des reçus pour fin d'impôt parce qu'on est une association sans but lucratif. Oui. Bien, écoutez, Carmen Bissonnette, présidente de l'Association de la fibromyalgie région Montérégie, ça a été un plaisir. On en a appris sur la maladie. Vraiment, vous nous avez mis la puce à l'oreille. Alors, on va certainement consulter si on a des douleurs chroniques ou si on pense en souffrir. Merci, ça a été très intéressant. Le plaisir est pour moi. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. Nos jeunes ont besoin d'un lieu bien à eux, un endroit où ils peuvent décider de leurs activités. Mais c'est ce qui se passe à la Maison des jeunes, le repère de Saint-Jean-Baptiste. Et pour en parler davantage, j'accueille Madame Alexandra Denis,
qui est intervenante responsable du développement communautaire. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alexandra, la Maison des jeunes, ça fait quand même un petit bout de temps que ça existe à Saint-Jean-Baptiste? Oui, exactement. Ça a toujours eu lieu, mais ça a été fait sous plusieurs formes. Mais depuis 2004, c'est vraiment l'ouverture officielle où on accueille nos jeunes avec des personnes compétentes formées pour discuter, faire des activités avec eux. Comment c'est né? Est-ce que c'est une demande du milieu? Est-ce que c'est un organisme autonome? Comment ça fonctionne, la maison? C'est vraiment un organisme par la municipalité. Donc, ils ont créé ça selon les besoins qu'on avait à l'époque. Donc, c'était la table socio-communautaire qui s'est mise de la partie. 14 organismes se sont rassemblés pour dire, on a une problématique avec les jeunes de Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'ils traînent dans les rues, qu'il y ait beaucoup de vandalisme? Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a la Maison des jeunes qui est née. Oui, exactement. Évidemment, Saint-Jean-Baptiste, c'est une petite municipalité. Il n'y a pas beaucoup de lieux pour se recréer. Il n'y a pas de café ou très peu. Une Maison des jeunes, c'était vraiment essentiel pour permettre aux jeunes de se retrouver entre eux. Exactement. Donc, on est vraiment situé au Parc des loisirs, au cœur de la municipalité. Donc, les jeunes peuvent se retrouver là dans un bâtiment exprès pour eux. Là, la maison a déménagé, si j'ai bien compris? Exactement. Elle a déménagé, mais dans le même stationnement. Donc, on veut redonner une beauté à notre ancien bâtiment. Puis, pendant ce temps-là, on a une petite roulotte adaptée selon les besoins pour... Qui permet quand même d'accueillir quand même plusieurs jeunes? Oui, donc entre 20 et 30 jeunes qu'on peut accueillir, intérieur et extérieur. C'est vraiment tout petit. Donc, il y a de l'atmosphère. C'est ça, c'est chaleureux. C'est chaleureux. C'est ce que nos animateurs nous mentionnent depuis l'ouverture de ce petit bâtiment-là. C'est différent. On n'a pas autant de tables de jeu. Par contre, il y a des activités qui sont faites tous les jours, puis les jeunes sont bien heureux. Les maisons de jeunes accueillent des adolescents entre 12 et 18 ans? Oui, nous, on ouvre à partir de 11 ans parce qu'on a une école primaire là, située juste à côté. Donc, ça leur permet, à partir de 15 heures, une fois que l'école est terminée, de transférer directement à la Maison des jeunes. Évidemment, un jeune de 11 ans et un autre de 17 ans. Le jeune de 11 ans, c'est un préadolescent. Le jeune de 17 ans, c'est quasiment un adulte. Alors, comment on fait pour les faire côtoyer un même lieu? Ça, c'est le rôle de nos animateurs, en fait, de trouver le moyen pour vraiment les assembler. La réalité fait en sorte, par contre, que les plus jeunes vont venir jusqu'au souper. Puis par la suite, le secondaire arrive vers 5 heures, 5h15 à la Maison des jeunes. Donc, ils se côtoient, mais il y a vraiment habituellement les jeunes qui quittent et les plus vieux qui arrivent. Puis il faut savoir aussi qu'avec le travail, bien, nos plus vieux viennent de moins en moins. Ça fait partie de la route d'une Maison des jeunes. Mais les activités sont offertes pour les deux tranches d'âge. Puis on s'assure d'avoir des variantes là, pour les deux ou d'être capable de les jumeler pour avoir un beau mélange. Est-ce qu'il y a quand même des activités qui rassemblent tous ces jeunes-là en même temps? Oui. Les soupers communautaires, par exemple? Oui, exactement. Donc, on a plusieurs activités. Puis le souper communautaire, c'est notre plus populaire de la semaine. Donc, le vendredi, c'est sur inscription pour s'assurer qu'on a de la nourriture pour tout le monde. Mais c'est vraiment le moment où tout le monde est invité à participer. C'est un beau moment. On fait le souper tout le monde ensemble. On fait les tâches après. Puis, ça apporte des belles discussions tout le monde. Vous me parliez des animateurs. Qui sont-ils? C'est des personnes, en fait, qui sont formées en relation d'aide ou en loisirs pour permettre vraiment une belle animation, puis de faire de l'intervention aux besoins ou du référencement si ça ne fait pas partie de notre mission. Évidemment, il y a des activités. Est-ce que ce sont les jeunes qui choisissent ces activités? Oui. Qui bâtissent les activités aussi? Les jeunes sont consultés pour faire les activités. Savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le mois prochain ou dans la prochaine saison. Puis ensuite, c'est nos animateurs qui partent avec l'information puis nous montrent une belle activité qui va avoir lieu. Donnez-moi un exemple d'activité dans les prochaines semaines. On a des cartes, en fait, pour la Saint-Valentin qui va avoir lieu, qu'on va remettre aux personnes aînées lors d'un déjeuner-causerie. On a aussi une activité sur la planification stratégique. Fait que pour les jeunes, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Peut-être, oui. Mais on veut vraiment s'assurer que la Maison des jeunes est à leur image. Fait que ça va être une activité vraiment créative pour savoir comment ils voient la Maison des jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent en faire plus tard. Puis il y a un souper accompagné de ça aussi pour leur présence. Ça m'amène à vous poser la question, là, si la Maison des jeunes est
en train de se faire une beauté, la vraie maison des jeunes. Est-ce que les jeunes participent au projet, donnent des idées? Ils vont participer. Le processus n'est pas encore entamé, mais oui, c'est sûr que il faut que ça soit à leur image. Donc, pour ça, ils doivent être impliqués de A à Z. Donc, ça va être quoi leurs besoins, la création, est-ce qu'on les implique aussi dans un mur, une murale, ou qu'est-ce qu'on va mettre sur les murs? Tout ça, ça va être vraiment avec les jeunes qu'on va le faire. Évidemment, il y a beaucoup d'activités, des ateliers, tout ça, mais les jeunes vivent des périodes difficiles des fois à l'adolescence. Est-ce que vous êtes équipés pour les aider à traverser ces périodes-là? C'est sûr que nous, on est spécialistes dans rien, mais on doit avoir tous les outils pour vraiment bien les accompagner. Donc, c'est pour ça qu'on choisit des gens qui sont formés en relation d'aide. Ils ont des outils dans leur bagage pour pouvoir les aider. Puis, il y a des formations en continu aussi selon les nouveaux sujets d'actualité pour les aider. Mais sinon, on fait vraiment du référencement, puis on peut les accompagner également là, dans d'autres ressources ou d'autres organismes pour aider le lien de confiance. Faites-vous des activités avec d'autres maisons des jeunes? Oui, on fait des activités inter-MDJ. On en a un là, vraiment annuel avec de la mousse, un DJ. Ah, le foam party. Exactement. Lui, il revient à chaque année. Qui est toujours très populaire chez les jeunes. Oui, exact. Évidemment, là, je l'ai dit, les jeunes passent par des phases complexes. Et les parents, dans tout ça, se posent des questions. Est-ce que mon jeune est prêt à aller dans une maison de jeunes? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est sécuritaire pour les jeunes? Est-ce qu'ils sont bien encadrés? Oui, c'est sécuritaire. C'est vraiment comme j'ai mentionné, des animateurs formés qui sont là, sont toujours minimum 2 en permanence. Les parents se posent beaucoup de questions. Les maisons des jeunes restent toujours à démystifier encore en 2025. Par contre, on est ouvert à les rencontrer. Il y en a qui nous appellent aussi ou vont nous écrire sur nos réseaux sociaux pour les prochaines activités, nous remercier de notre implication. Donc, je pense que ça se passe quand même bien à Saint-Jean-Baptiste au niveau des parents avec l'ouverture, mais c'est sûr que ça reste un défi au quotidien. Est-ce que les jeunes font du bénévolat? En dernier lieu, là, c'est ma dernière question. Est-ce que les jeunes font du bénévolat dans la ville? Est-ce qu'ils s'impliquent dans les activités de la ville? Quand on a des événements, comme là, on va avoir le bal des Tucs la semaine prochaine, donc oui, ils sont portés à participer pour faire des mascottes, pour animer les jeux et tout ça. Ils sont les bienvenus pour ça. Donc, on est en train de bâtir une belle génération. Là. Exactement. C'est vraiment les citoyens de demain, donc on veut s'assurer qu'ils sont prêts à affronter l'avenir avec les bonnes ressources. Madame Alexandra Denis, qui est agente communautaire à Saint-Jean-Baptiste, ça a été un plaisir de vous recevoir et d'en apprendre plus sur les maisons des jeunes. Pareillement, merci beaucoup. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Et c'est ainsi que se termine notre émission Dans la vallée. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps vous tenir au courant de ce qui se passe dans la vallée du Richelieu. Ainsi, les conseils municipaux de plusieurs villes, de même que le journal hebdomadaire Le Régional, se retrouvent sur notre site d'émission en ligne. Il suffit de consulter notre site Web pour mieux vous renseigner. À très bientôt!